Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver après cette trêve imposée par la 22e édition de la Coupe du Monde de football au Qatar. Jour de repos là-bas et ça nous permet de vous retrouver dans Dingue de Sport ce 12 décembre 2022. Merci de nous retrouver. Merci de recevoir la 91.9, le www.sportfmtg.com chez vous. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Et bien, la Coupe du Monde de football, nous en parlons avec les demi-finales qui commencent demain. Croatie-Argentine avant France-Maroc mercredi. On en parle. Tirage au sort de la phase de poule de la Coupe CAF. ASCO dans le groupe C avec Pyramide et Futur FC d'Égypte et Asfar du Maroc, également inscrit dans l'agenda de Dingue de Sport de ce jour, la 6e levée de la D1 nationale de football. Et l'ASK reste leader après son nul de 2 partout face à Espoir à Cara. Pas de vainqueur dans le derby de la capitale. L'AS Sauterre et l'AS Togoport se séparent sur un score de 0 but partout. À l'arrivée, et ASCO a l'occasion de prendre les commandes de la compétition dès mercredi si les Crondona gagnent leur match en retard de la première journée face à Espoir. Des notes de karaté, dont Dingue de Sport avec la première édition de la Coupe du Togo organisée les 10 et 11 décembre 2022. Dingue de Sport de ce 12 décembre 2022 invite Angelo Folicoué, Latif Yoruma et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo est gérée par Sir Fonelom. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Vous comprenez que c'est la Coupe du Monde de football au Qatar. La compétition est à l'étape des demi-finales et c'est à partir de demain avec ce match très attendu entre la Croatie et l'Argentine. Depuis 1998, les Croates n'ont plus gagné dans le temps réglementaire d'un match à élimination directe. Donc voilà, on verra ce qu'il va se passer face à l'Argentine de Lionel Messi demain. Et en attendant mercredi avec ce match historique entre la France et le Maroc, les Bleus ont déjà battu des Lions. Est-ce que ce sera le cas avec le Maroc? On verra. Oui, Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Angelo Folicoué, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à tous. Latif Yoruma, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Alors, que dit-on des 4 meilleures sélections au monde actuellement? Croatie, Argentine, Maroc, France. C'est un quatuor plus ou moins inédit pour la France. On pourra dire que c'est le champion du monde en titre l'on pourra simplement souligner comme quoi les Bleus de Didier Deschamps sont presque dans le même parcours, même si beaucoup auraient aimé qu'il y ait N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore un certain Karim Benzema pour porter cette équipe-là dans le dernier carré, mais lui il est absent, on comprend le pourquoi. La présence du Maroc reste une belle surprise de cette Coupe du Monde. N'ayons pas peur des mots. Je pense que Walid Regragui aujourd'hui bénéficie d'un gros travail qui a été fait en amont avec beaucoup de millions d'euros investis au niveau des infrastructures marocaines. Sur les 25 joueurs, il y a 13 qui sont des binationaux. Il y a une formule, on pourra dire magique, qui marche avec Walid Regragui, surtout cette mixture-là entre les jeunes et puis ceux qui sont un peu expérimentés. Parler de l'Argentine, là aussi, on se dit, tiens, c'est peut-être l'occasion également pour Lionel Andrés Messi, enfin, pourquoi pas, de soulever ce trophée qui lui tend, qui le fuit depuis pratiquement plusieurs éditions. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu la ferveur, la passion qui anime les Argentins de par le monde, ils sont en train d'être peut-être portés par une baraka, mais ça reste encore pour le moment... Ils sont favoris face aux Croates, les Argentins? Si moi j'ai mon avis à donner, je me dis que l'Argentine va souffrir, mais ils ont les moyens pour passer. Je dis bien, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de marquer des buts et pour faire la différence. Pas forcément le même cas au niveau de la Croatie. Terminant en parlant de cette équipe croate, là, franchement, le mental, je l'apprécie. S'il faut jouer au football de cette manière, même si dans le jeu, de côté efficacité n'est pas au rendez-vous, mais il faut quand même saluer le côté mental. France-Argentine, non, pas France-Argentine, Croatie-Argentine. C'est la oui, pourquoi pas. Croatie-Argentine, Latif, qu'est-ce que ça vous dit dans la tête déjà? Sur le papier, n'ayons pas peur des mots. C'est l'Argentine qui est donc l'équipe favorite. Cette équipe argentine,
plusieurs fois finaliste, déjà vainqueur donc de cette épreuve. À deux reprises. Oui, ce n'est pas forcément le cas. 78-86. Voilà, ce n'est pas forcément le cas de la Croatie, même si on sait que cette équipe a été déjà sur le podium en 2018. En 98. Elle a été en tout cas médaillée d'argent en 2018. Elle est donc dans le dernier carré. Médaille de bronze. On sent, qu'est-ce que j'ai dit? Médaille d'argent. Médaille d'argent. Oui. En 2018. En 2018. Oui, c'est médaille d'argent. Médaille d'argent. Puisque vice-championne du monde en titre. Médaille d'argent. Donc, elle a déjà pratiquement toutes les médailles, sauf la médaille donc, d'or. La plus précieuse. La plus prestigieuse. Donc, je crois que cette équipe-là n'était pas forcément attendue à cette étape de la compétition. En 2018, elle n'était pas aussi attendue, mais elle a répondu. Elle est encore là. Donc, l'Argentine est l'équipe favorite, sauf que l'Argentine va devoir souffrir pour pouvoir donc justifier son statut de favori dans ce match-là. Maintenant, le Maroc, c'est l'invité surprise, mais cette équipe-là qui quand même avait ou mérite quand même d'être là où elle est, vu le travail qui se fait depuis un moment dans ce royaume-là, vu quand même le parcours de cette équipe qui n'a pas perdu un seul match depuis là, quand on sait que l'Argentine a perdu un match, on sait que la France a perdu un match, voilà. Mais le Maroc n'a pas perdu un seul match depuis le début donc, de cette compétition jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que le continent africain donc, jouera les demi-finales. Il y a quand même tous les qualificatifs qui accompagnent cette équipe-là maintenant. La France, écoutez, c'est le champion en titre. Il n'y a rien à dire. La France est à sa place, malgré toutes les blessures, les malédictions qui ont entouré les Bleus. Ils ont répondu, ils sont là. Pourquoi pas voir la France succéder à elle-même? Pourquoi pas? Oui, Grégoire Ratignon, la France championne du monde en titre, est en passe de rééditer un autre exploit, hein, si on peut le dire ainsi. Oui, moi, c'est personnellement l'équipe qui me surprend un tout petit peu à cette Coupe du Monde, c'est cette équipe de France, dans la mesure où les ténors ne sont pas là. On parle de Karim Benzema, on parle de Paul Pogba, on parle de N'Golo Kanté, qui ne sont pas là. Et je me disais que ça va être un peu compliqué pour cette équipe de France. Mais là, c'est une surprise parce que les jeunes qui sont arrivés, on parle de Tchouaméni, Youssouf Fofana, Rabiot, Koundé et Koundé ou autres. Mais je crois que c'est vrai, c'est avec le même sélectionneur, avec la même philosophie. Le jeu n'a pas changé. La France, petit à petit, essaie de faire donc ce qu'elle peut faire dans cette Coupe du Monde, comme en 2018, parce qu'on ne voyait pas la France venir. Mais cette équipe a créé la surprise. Voilà, donc c'est cette équipe qui surprend un tout petit peu donc, dans cette compétition. Maintenant, le Maroc, oui, c'est un peu l'invité surprise dans ce dernier carré. Le Maroc, on a vu un peu le parcours de cette équipe. L'entraîneur l'a dit, ce n'est pas du hasard, mais il y a un travail, ce qui veut dire que pour participer à ce genre de compétition, ce n'est pas se regrouper seulement en une semaine ou 2 jours quelque part pour dire que nous allons à une grande compétition. Il y a un travail qui se faisait depuis, même si ce n'était pas avec Walid Regragui, même avec Vahid Aloligi, il y a un travail qui se faisait. Il y a certains qui étaient écartés, ces joueurs-là sont rappelés. Aujourd'hui, on voit un tout petit peu le résultat avec une équipe qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de cette compétition. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un objectif en participant à cette compétition. Ces 2 équipes vont s'affronter mercredi. On verra véritablement ce que ça va donner. Maintenant, l'Argentine face à la Croatie, cette équipe croate continue pas à surprendre. Le comportement, la prestation de cette équipe lors de la phase de poule, cette prestation est différente de maintenant des phases éliminatoires. On dirait que cette équipe s'est beaucoup plus préparée pour cette phase éliminatoire-là, où on sait que oui, on va en 8e de finale, il faut gérer jusqu'à arriver à un moment, il faut faire ce qu'on peut faire. C'est ce que cette équipe essaie de faire. En 2018, c'était la même chose. Aujourd'hui, également en 2022, on voit cette équipe-là se comporter de la même manière, gérer, parce que moi, personnellement, je ne misais pas sur cette équipe croate face au Brésil en quart de finale, vu ce que cette équipe brésilienne a fait depuis le début de cette compétition, même si elle a perdu face
face au Cameroun au dernier match de la phase de poule. Mais, et puis en huitième de finale, le Brésil a cartonné face à la Corée du Sud. Surprise en quart de finale, cette équipe a été surprise par la Croatie qui l'a mené encore vers les tirs au but et finalement la Croatie s'est imposée. Je me dis que ça va être un peu compliqué pour l'Argentine. C'est vrai que l'Argentine aussi, la dernière fois, a gagné au tir au but, mais ce n'était pas dans les mêmes conditions, dans la mesure où l'Argentine menait 2-0 et dans les derniers instants de ce match, les Pays-Bas sont revenus et égalisés jusqu'à la 90e minute. Donc un match très serré entre Croatie et Argentine. Oui, un match très serré et très serré. Ces deux formations, difficile de dire que l'Argentine ou encore l'Argentine ou encore la Croatie va passer. Prosper, bonjour, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Que voulez-vous? On ne veut rien. Bon, on va... Bon, les demi-finales du mondial, dans les deux affiches qui se présentent, quelle est celle qui est, on va dire, la plus croustillante à vos yeux? Croatie, Argentine ou Maroc-France? Bon, Maroc-France reste une grande première. C'est pour la première fois que cela arrive depuis 22 éditions de la Coupe du Monde, depuis 1930. C'est pour la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade de la compétition et face aux pays colonisateurs. Et ça, je crois quand même que c'est l'histoire qui s'inscrit là. C'est péjoratif. Hein. Ah oui. Bon, quand même, c'est ça. C'est un match dans le match, voulez-vous dire? Oui. Ouais. Le Maroc reste quand même dans le giron français en tant que pays colonisé par la France, même si c'est un pays arabe, et qui fait le trait d'union entre l'Afrique et les pays arabes. Et la France également. Donc, je crois que tout cela réchine donc de l'histoire. Et ça, c'est vraiment inédit, puisque nul d'entre nous ici n'a prédit ce scénario. Oui, qui est favori? Bon, maintenant, la France semble être favorite dans cette compétition si on prend en compte tous les paramètres. Sur le plan sportif, l'expérience hier, c'est le champion sortant qui a remis son titre en jeu. Tous les paramètres sont en sa faveur devant un novice qu'est le Maroc, qui va chercher à faire la différence, qui a peut-être, comme on l'appelle, qui n'a pas toutes les informations, tous les paramètres pour pouvoir surplomber, dépasser cette équipe-là. Mais un match de football n'est jamais joué à l'avance. Et vous savez, même lorsque moi j'ai vu le sifflet de la dernière fois entre la France et l'Angleterre, je me suis dit à l'idée que pour que Qatar gagne l'organisation de la Coupe du Monde, Sarkozy et la France y sont. Et on ne peut jamais écarter la politique du sport. Donc, vous voulez dire que la France est poussée? Parce que la dernière fois... Il y a un coup de pouce pour la France? Oui, il y a quelque chose. Pour qu'elle gagne? Pour moi, il y a ça aussi. Très bien, on verra. C'est pourquoi Kenya a raté son pénalty. Non, écoutez, ce n'est pas ça. Vous terminez. Je vais terminer par là en disant que quand vous-même vous scrutez un peu les paramètres de ce match et que les commentateurs français eux-mêmes disent que nous avons la chance, que l'arbitre est gentil envers nous. Est-ce qu'ils ont les preuves de ça? Oui, ils ont les preuves. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont été objectifs. Non, oui, c'est ce que je dis. Oui. Cette objectivité-là, c'est montré dedans. Et pour le deuxième pénalty, c'est vrai qu'elle l'a raté, l'arbitre, mais il a fallu que cela arrive pour qu'on siffle ce pénalty. Donc, je dis, la France... vous la voyez gagner? Je la vois plus chanceuse par rapport à toutes les autres sélections. Très bien. Elle sera même poussée. Ce serait bien de préciser que la France reste une équipe africaine également. Parce que pour moi, tous nos frères qui jouent pour la France se sentent plus européens que les Européens eux-mêmes. Très bien. Il faut le dire. Quand vous leur direz, ils diront qu'ils sont français. Ça commence demain. Ça commence demain avec ce match entre la Croatie et l'Argentine à partir de 19h. Des matchs à vivre sur la référence sportive. Et puis mercredi, entre la France et le Maroc. De toutes les façons, les Bleus ont déjà terrassé 3 lions.
Pourquoi pas un seul? Bon, voilà. Disent les observateurs, on verra. Et quelques notes de sport de combat avant de parler, on va dire, au football. Et c'est la première édition de la Coupe du Togo au niveau du karaté. Il y avait du kumité, du kata et la championne dans la catégorie senior au niveau des dames, c'est Priska Bagou. C'est une grande joie pour moi parce que je dirais que c'est comme une réputation que j'essaie toujours de garder parce que je ne suis pas la seule qui suis aussi forte. Nous sommes nombreuses, donc je me force à chaque fois pour pouvoir remporter la première place. Alors dans cette finale, qu'est-ce que tu as fait de plus que ton adversaire? Bon, je dirais qu'il y a aussi l'entraînement. Plus d'entraînement fait plus de gains. C'est ce que j'ai mon coach qui m'entraîne. Mon entraîneur, je dirais le DTN national, c'est lui mon entraîneur. Donc nous avons un programme fixe comme les mercredis et les vendredis soirs. Donc je m'entraîne. Dans le karaté, quels sont tes objectifs? Bon, j'aimerais prospérer plus haut, être la championne du monde dans ma catégorie. C'est ce que je souhaite le plus. Ah, pourquoi pas? Priska Bagou, elle veut devenir championne du monde. Pourquoi pas? Chez les messieurs, c'est plutôt Brice Koulentea qui a raflé le titre de champion. C'est un sentiment de fierté parce que j'ai vraiment travaillé pour me préparer pour cette compétition. J'ai fait beaucoup d'efforts et de sacrifices, donc c'est un grand sentiment de satisfaction. Alors sur le tatami, qu'est-ce qui t'a permis justement de gagner devant ton adversaire? Je pense que c'est le travail abattu depuis que j'ai commencé les entraînements. Sinon le kata que j'ai présenté tout de suite, c'est un kata que j'ai beaucoup travaillé depuis des années. Donc je pense que c'est l'expérience dans la pratique de ce kata qui a permis que j'aille jusqu'à la finale et que je gagne cette finale. Et justement cette victoire te dit quoi? Cette victoire me dit que le travail n'est toujours pas fini. Vraiment j'ai vu des imperfections ou des choses que je dois encore mettre à jour, tout ça. Bon, le travail n'est jamais fini, donc je sais qu'il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore du pain sur la planche, dit Brice Koulentea. C'est le champion au niveau du Qatar. Qatar, pas Qatar, hein. Oui, pas Qatar, champion au niveau du Qatar, oui. Combat imaginaire. Le combat imaginaire au niveau du karaté. Des propos recueillis par Grégoire Attignon. Merci et à bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, le www.sportfmtg.com avec le tirage au sort. Il y a quelques heures de la Coupe de la Confédération africaine de football au niveau des clubs et ASCO qui connaît désormais ses adversaires, le triple champion en titre du Togo qui va évoluer dans le groupe CO côté de Pyramide, de Futur et puis de Asfar. Voilà, rien que des clubs maghrébins. Et là-dessus, on va écouter l'entraîneur principal de cette équipe, Jean-Paul Dossé Abalo. C'est un tirage difficile, mais de toute façon, c'est un tirage difficile dans tous les cas. Mais bon, tirer 3 clubs du Maghreb, c'est ça qui rend encore plus difficile puisque ce sont des équipes difficiles à jouer, sur des grands clubs en plus. Bon, si on est là, c'est qu'on mérite d'être là et on a nos qualités, nos valeurs à faire. Voilà. C'est compliqué, mais on peut. Vous savez, en football, tout est possible. On a nos chances aussi, donc à nous maintenant de rehausser notre niveau. Parce que contre ces équipes, à la maison, on peut faire la différence et chez eux, c'est pas facile, mais pourquoi pas. Si on arrive à gagner nos matchs à la maison, aller chercher quelques points à l'extérieur, je crois qu'on fera partie des 2 premiers, puisqu'il y a 4 équipes, les 2 premiers qui vont passer au second tour. Donc, je pense qu'on a nos chances, même si on sait que ça va être très compliqué. Bon, mais là, c'est fait. Donc, autant sortir par la grande porte, comme je l'ai dit. Ce sont des grandes équipes, mais comme je l'ai dit, ça va pas être facile. Ça va être très très compliqué, mais on va tout faire pour faire partie des 2 premiers. Je sais que ça va pas être facile, mais on a peur, puisqu'on a déjà joué contre les équipes du Maghreb, et comme je l'ai dit, on sait quoi on va s'attendre, donc on va se préparer pour. On va se préparer pour, Grégoire, c'est vous qui avez interviewé le coach des Condona. Comment l'avez-vous trouvé? Confiant, déterminé? Bon, en fait, en tout cas, il sait que le tirage est déjà fait, quels que soient les adversaires, c'est déjà fait. On saura maintenant quoi faire pour mieux préparer cette compétition. Bon, il n'est pas aussi tellement dérangé par ce tirage. Quand on l'a vu, quand on l'a entendu, tout simplement parce que ASCO a déjà affronté des clubs maghrébins durant les préliminaires, que ce soit au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions ou encore barrage de la Coupe CAF. ASCO a eu affronté donc des clubs maghrébins, ce qui veut dire que ASCO sait déjà ce qu'il attend pour ce qui concerne cette phase de poule. Maintenant, comment est-ce que cette équipe va aborder cette compétition? Quel est l'objectif du bureau dirigeant d'ASCO de Kara par rapport à cette phase de poule? Au départ de cette compétition, au départ des préliminaires, c'était dit que l'objectif c'est
de se retrouver au deuxième tour des préliminaires. C'est ce que ASCO a essayé de faire en éliminant Nouadhibou et puis se retrouver au deuxième tour, mais finalement éliminé par le club algérien. Maintenant, au tout cadrage de la Coupe CAF, ASCO réussit à se qualifier devant donc le SFAS et se retrouve aujourd'hui en phase de poule. L'objectif doit changer. On a écouté l'entraîneur, il a dit c'est de se figurer parmi ou bien de réussir à se qualifier pour le tour suivant, c'est-à-dire se retrouver parmi les deux premiers de cette poule-là et jouer donc les quarts de finale. Pourquoi pas aller en demi-finale, les finales de cette compétition? Est-ce que la question qui va se poser, est-ce que ASCO a les moyens véritablement d'aller jusqu'à cette étape de la compétition? Dans cette poule, ASCO est le petit poussé. ASCO se retrouve pratiquement la petite équipe dans cette poule parce que quand vous avez Pyramide, Asfar et puis Future RFC, ça va être compliqué, un tout petit peu compliqué pour les condonnants de la COSA. Jolo Fouliko, que peut-on dire aujourd'hui? On connaît les adversaires de ASCO. C'est des clubs jeunes. Quand on prend Pyramide, par exemple, créé en 2008. Quand on prend Future Football Club, c'est créé en 2011. Le seul club qu'on peut dire ancien, c'est bien Asfar du Maroc, l'association sportive des phares, créée en 1958. C'est possible? Oui, c'est une question de comment on prend ce genre de compétition. D'abord, je pense que le premier objectif pour le board d'ASCO, c'est de tout faire pour intégrer la phase de groupe. C'est ce qu'ils ont réussi. Félicitations à eux. Le deuxième objectif reste maintenant la phase de poule. L'un des grands défis reste d'abord au niveau financier parce que là, ASCO ne va pas jouer à Accra ni à Cotonou à côté. Ce sont de longs voyages. Donc, il faut mettre suffisamment de moyens pour assurer d'abord le déplacement et tout ce qui s'ensuit. Au-delà de ça, c'est également... peut-être, je pourrais dire, la découverte d'un autre football, même si c'est vrai, la JS Kabylie, club du Maghreb, il y a Nouadhibou qui ressemble un peu, en tout cas, à ce football-là. ASCO s'est déjà frotté à ces deux clubs. Et je me dis également que c'est un défi pour les joueurs, parce qu'on ne cessera jamais de le dire. Pour grandir, pour être parmi les grands, il faut passer justement par cette case-là où on rencontre des clubs qui sont sur le plan structurel bien organisés, qui ont envie d'aller loin et qui imposent un football assez différent. Donc, connaissant la volonté bien affichée de Jean-Paul Dossé-Abalo et son optimisme et surtout son ambition de faire grandir ASCO, j'estime simplement que tous ceux qui sont autour de lui au niveau du staff, ils vont l'aider à pouvoir ne serait-ce que finir à la deuxième position, parce qu'on ne cessera jamais de le dire. C'est deux places qui vous permettent en tout cas de se qualifier pour le tour suivant. Ils ont les moyens, même si nous aurions aimé que ASCO soit beaucoup plus truffé de joueurs expérimentés, peut-être 2 ou 3, capables de porter l'attaque de cette équipe des Condona, même si c'est vrai, on ne va pas quand même jeter l'anathème sur Ouattara Moutalabou, qui reste aujourd'hui le fer de lance, mais s'il est, pourquoi pas, secondé, ce serait également une intéressante affaire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je pense que oui, ASCO a le droit d'y croire et d'espérer de meilleurs rendements. Pourquoi pas? ASCO a le droit de rêver prospérer beaucoup. Lorsqu'on a déjà joué, on va dire, la jeunesse sportive Kabylie d'Algérie, lorsqu'on a déjà joué Sfax, le club sfaxien de la Tunisie, et qu'on se retrouve aujourd'hui encore face à des clubs maghrébins, Asfar, comme on va dire Future Football Club et puis Pyramide d'Égypte. C'est un avantage. On a dans l'idée, oui, on s'est déjà frotté à quelque chose comme ça. C'était peut-être un avantage. C'est pas forcément un avantage, mais c'est déjà un vécu. L'expérience contre les clubs maghrébins semble être donc acquise plutôt, et va permettre à cette équipe donc de se mettre en ordre de bataille. J'aurais voulu avoir le TP Mazembe dans ce groupe-là. Ah bon, pourquoi c'est plus facile? Pas facile. Ou bien vous voulez voir ce club évoluer ici. J'avais prié beaucoup pour que le TP Mazembe soit l'adversaire d'ASCO. Votre prière n'est pas exaucée. Qu'on puisse voir l'expérience. Vous avez mal prié. Avec son Katoumi, son président. Donc j'aurais voulu, mais bon, maintenant le vin est tiré, il faut le boire. Je crois quand même à la force d'ASCO. ASCO peut faire quelque chose parce que il y a 2 places, Angelo vient de le dire, Abalo 2 est outillé pour ça. On n'avait jamais cru qu'il pouvait passer
les Tunisiens de Sfax, mais ils sont parvenus. Ils ont 3 matchs à domicile, ils ont 3 à l'extérieur. Donc je crois quand même qu'avec 3 matchs à domicile, les 2 équipes, les 3 adversaires aussi auront la volonté, le désir de vouloir gagner ici. Mais je crois quand même que la différence peut se faire ici avec 9 points. On peut s'attendre à quelque chose. Il faut déjà penser à gagner les 3 matchs ici. Les 3 matchs ici. Et comme on appelle grignoter quelque chose à l'extérieur, ça peut marcher. Parce que quand vous voyez un peu cette équipe d'Asco que j'ai eu la chance donc de commenter le samedi dernier, en cas de difficulté avec ces rencontres-là, la réaction a été donc prompte. Mais ce n'est pas le même niveau, il faut le reconnaître. Je sais. Vous savez, lorsque c'est à ce niveau-là, peut-être au niveau du complexe, on se dit nous sommes supérieurs à l'adversaire en face. Ouais. Et ça peut-être faire retomber un peu l'ambition. Maintenant, quand le petit poussé vous pousse à aller de l'avant, je crois quand même que cette réaction que nous avons vue la dernière fois Asco peut le faire. Très bien. Latif, à vos yeux, oui, c'est facile. Angelo parlait maintenant, il y a quelques instants, de la question des moyens. Là, il faut en avoir parce que tous les matchs ont lieu dans le Maghreb. C'est de longs voyages, voilà, et puis il faut se préparer face à des clubs qui sont professionnels. Quand je me souviens d'une phrase du président, Asco n'évolue pas, on va dire, dans la même catégorie que les clubs qu'il a eu à jouer. Maintenant, ça va être plus pointu. Oui, moi je pense que les moyens d'ordre financier ne sont pas en tout cas le problème d'Asco. Le premier problème d'Asco, c'est d'aller chercher en tout cas ces joueurs-là qui puissent quand même répondre valablement à l'étape, parce qu'on parle quand même de la phase de poule. Sinon, si c'est pour aller jouer même dans l'Australie, Asco pourra quand même... Oui, Asco pourra aller jouer dans n'importe quel coin du monde. Maintenant, il faut quand même... faire ce casting-là, parce que quand vous voyez un peu les derniers résultats de l'ASCO, je crois que ça décourage un tout petit peu. Vous faites 3-2 face à Ange de Ngotien, 2-2 à CK, vous tiraillez face à Semassi. Je crois que... Est-ce que ce n'est pas autre chose? Quand on parle de ces matchs-là... Ça reste quand même cette équipe d'ASCO qui va aller jouer le continent. Moi, je dis que ce soit l'équipe B d'ASCO, quand on aligne en championnat, ça reste ASCO. Aujourd'hui, on parle de la Tunisie qui a battu la France. Même on parle du Cameroun qui a battu le Brésil. C'est ça en réalité. Moi, je pense que Asco doit montrer qu'il est notre porte-flambeau aujourd'hui. Et donc, quand moi je vois ces résultats tirés par les cheveux en championnat, ce n'est pas bien. Il faut quand même se ressaisir. J'ai peur que Grégoire puisse avoir raison quand il parlait entre-temps de la fatigue. Est-ce que les joueurs sont fatigués par rapport aux matchs qui ont eu lieu? Parce que Asco a joué 6 matchs pour se retrouver là. Il y a eu le premier tour, il y a eu le deuxième tour, il y a eu le tour de cadrage. Ça fait 6 matchs. Alors, si après 6 matchs associés aux 5 matchs de championnat, Asco est fatigué, il y a un problème. Parce que devant, écoutez, à moins qu'on se dise que voilà, la phase de poule, tout ce qui vient, ce n'est que du bonus. Parce que l'objectif, c'était la phase de poule. Asco est dans son objectif. Ils ont eu la phase de poule. Peut-être ce qui va arriver, c'est du bonus. Mais je pense que Asco quand même peut aller chercher plus que ce qu'il a. Aujourd'hui, on parle de la Coupe CAF. Asco aurait pu se qualifier pour la Ligue des champions, c'est-à-dire la phase de poule de la Ligue des champions. Mais on parle quand même de la Coupe CAF. La Coupe CAF, c'est la série B des coupes continentales. Donc, Asco doit en réalité bien quand même représenter ses couleurs et celles donc, du Togo en se ressaisissant d'abord en championnat, en gagnant proprement les matchs, en cessant les histoires, en gagnant les matchs avant d'aller donc défier les clubs maghrébins que Asco a déjà quand même joué et a déjà quand même fait bonne impression. Pourquoi pas? La première journée de cette compétition, c'est les 10, 11, 12 février 2023. On a encore quelques semaines pour s'apprêter avant d'affronter
et la Coupe CAF. Parlons de la D1 nationale de football avec ce match, on va dire, nul, on va dire, surprenant dans une certaine mesure entre la SCK qui recevait Espoir Football Club d'Uzio. Les conducteurs ont perdu l'occasion de pouvoir engranger plus de points et c'est un nul à l'arrivée. Nous vous proposons d'écouter le coach Bonfou Arimiao de Espoir. Très précieux, même si on était là dans l'intention vraiment de chercher 3 points. C'est vrai, au-delà, on sait que c'est en face une équipe joueuse, le ACK, mais nous avons maximisé. On s'est dit que c'était possible de venir chercher la victoire ici. Bon, on va prendre le point du nul et faire avec. Oui, vous étiez mené, mais vous êtes revenu. Quelle a été la stratégie mise en place? Oui, la stratégie, comme je l'ai dit en début, c'était de rentrer tout de suite dans le match. Et nous l'avons fait en première minute et ça a payé. Ça a coïncidé avec notre temps fort où nous avons profité, marqué le but. Après, nous avons reculé malgré le banc de touche. Nous avons donné les consignes de sortir. Mais on a voulu préserver un but que nous avons marqué en première partie. Ça a payé pour ce coup, nous avons encaissé 2 buts. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas fléchir et c'est encore possible de pouvoir égaliser, voire prendre de l'avance. Donc on est parti avec 2-1 à la pause. Bon, on est rentré, on a joué, mais on a manqué un peu de réalisme devant. Je crois quand même que ce point du nul nous satisfait, d'autant plus que nous sommes en déplacement. Satisfaction dans le staff technique de Espoir d'Uzio. C'est quand même un bon point pris face à un prétendant au titre, Grégoire Attignon. Oui, c'est un bon point et c'est un peu là la surprise de cette 6e journée parce que là, vous savez, SCK reste sur un match nul face donc à Asco de Cara pour le compte de la journée précédente. Il va falloir réagir, mais là, la réaction n'a pas eu lieu. C'est plutôt le club d'Uzio qui allait surprendre la SCK marquant tout d'abord ce premier but. Ensuite, il y a eu cette réaction des chauffeurs et puis prendre l'avantage, mais finalement, au dernier moment, c'est un match nul. Quand vous écoutez également l'entraîneur de l'ACK par rapport à ce résultat, ce n'est pas de la satisfaction parce qu'il est un tout petit peu déçu. Tout d'abord par rapport au comportement de son équipe, ses joueurs, et puis le match dans son ensemble, ce qui veut dire qu'il reste encore du travail à faire. Parce que là, la SCK se retrouve à une position où si Asco gagne le mercredi son match en retard face à Espoir FC d'Uzio, vous comprenez donc que Asco reprend, donc, ou bien Asco va prendre la première place. Et là, c'est un peu un résultat décevant pour les chauffeurs, mais un bon point pour le club d'Uzio qui allait tenir en échec cette équipe-là, vice-championne donc, du Togo en titre. On va écouter Sibabi Akpo, le coach de l'ASCK. Ça fait partie du championnat. C'est un match piège cet après-midi. Dans le championnat, il y a ce genre de match où vous ne vous retrouvez pas sur tous les plans. D'abord, on a été mené, on a été cueilli à froid. Deuxième, troisième minute, on est revenu vite et aggravé. Maintenant, après les 2-1, on a traîné un peu, on a vendagé les occasions. Dans tous les cas, c'est un match sans pour ACK cet après-midi. C'est pourquoi on perd ce match et on menait vers la fin. On courait vers l'aggravation du score. Bon, tout était en place, sauf qu'il y a un petit relâchement tactique parce que là, on commet une faute tactique et le tour est fait. Au lieu d'aller commettre la faute dans la surface de réparation. Bon, nous sommes en apprentissage et on va corriger, essayer de redémarrer les prochaines journées. Est-ce que vous dites qu'il y a un aspect qui n'a pas marché? Tout n'a pas marché. Tous les aspects, ça n'a pas marché. C'est ce que je dis, c'est le championnat. Vous allez vous retrouver à une journée où tout ne marche pas. Maintenant, quand tout ne marche pas, il faut revenir dire maintenant merci qu'on repart avec 2-2. Espoir pouvait nous battre facilement dans ce genre de match où techniquement vous ne le retrouvez pas, tactiquement vous ne le retrouvez pas, physiquement vous ne le retrouvez pas. Maintenant, il faut aller limiter les dégâts, essayer de sur un petit chef-d'œuvre. Sauf que dans ça aussi, on a raté. On sent les regrets dans la réaction de Sibabi Akpo. 2 buts partout à l'arrivée. Et l'ASOTR ne profite pas, on va dire, de ce faux pas, on peut le dire, des conducteurs. Nul vierge également au sortir de ce derby de la capitale entre l'OTR et puis l'AS Togoport. Je propose d'écouter Kegbalo Kodjo. C'est un point du nul à prendre parce que ce n'était pas du tout facile comme match. On a en face un adversaire vraiment très aguerri qui manie bien le ballon. On s'est créé des occasions comme l'adversaire aussi, mais on n'a pas pu concrétiser. Le point du nul, c'est bien à prendre et on verra pour la suite. Est-ce que vous pouvez dire que votre équipe est désormais prête pour affronter n'importe quel club au Togo? On n'est jamais prêt dans la vie. On continue le travail. Nous, aujourd'hui, au niveau de l'AS Togoport, on n'a peur d'aucune équipe. Toutes les équipes se valent. On avait voulu prendre 3 pour se replacer à la tête du peloton. Mais sportivement, on prend ce point et on va retourner paisiblement et se préparer pour la semaine prochaine. Voilà, vous comprenez, les adversaires de l'AS Togoport, il ne faut pas
On a peur, personne n'a peur de vous. L'AS Togoport n'a peur de personne. Ils sont prêts. Voilà. Et l'autre réaction, ça a été un tout petit peu houleuse entre Angelo Folikou et puis le coach Samuel Gallet, parce qu'entre-temps, il semble qu'il y avait un pénalty qu'on n'a pas sifflé et qui a poussé l'entraîneur de l'OTR. On va vous proposer de l'écouter. Vous rencontrez l'AS Togoport, vous faites 0-0, ça vous va? Comment ça peut aller? Vous avez été témoin aussi. C'est là que je dois vous interpeller aussi parce que ce sont peut-être vos amis, vos frères. À un moment, il faut transmettre les informations fidèlement comme ça se passe. J'ai l'impression que les journalistes aussi parfois, vous qui êtes les témoins oculaires et auditifs des choses, il faut transmettre fidèlement ce qui se passe. Maintenant, je parle du match. Je parle du match, oui. Ça ne me va pas. Dans le match, il y a des faits qui sont inadmissibles. Je respecte l'adversaire en face. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce que si je dis maintenant, on va encore taper sur moi. On va dire que c'est moi qui suis le vilain canard. Vous reprochez quelque chose à l'arbitrage? Mais vous l'avez vu, monsieur le journaliste. Comment j'ai vu? Vous n'avez pas vu, donc je ne reproche rien. Non, mais... Je ne reproche rien, c'est bon. Monsieur, je ne reproche rien, je ne reproche rien. De l'autre côté, ah, vous n'avez pas vu? En direct. Ah, d'accord. Vous reprochez à l'arbitre. En direct en plus, monsieur le journaliste. Mais vous avez vu, vous commentez. Vous n'avez pas vu, j'ai pas vu. Mais attendez, monsieur. Moi aussi, j'ai pas vu. Écoutez. Monsieur l'entraîneur, oui. avez-vous vu? Dites-nous. Monsieur le journaliste, je n'ai rien vu. J'ai vu que le match. Je vais parler du match. Et écoutez, je vous remercie. À la prochaine. Et voilà, l'entraîneur qui ne veut pas parler. Voilà, on a rendu fidèlement les choses. Hein. Et là, personne ne peut reprocher quoi que ce soit aujourd'hui. On a rendu fidèlement ce qui s'est passé. Voilà, Angelo Folikou. C'est parti d'une histoire de pénalty. C'est vous qui étiez sur le match. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait pénalty ou pas lorsque vous avez vu votre position de commentateur de ce match-là? Franck Fidèlement. Hein, fidèlement. Merci pour la précision. Ce que je sais de ma petite expérience, ce que l'entraîneur observe sur le terrain, ce n'est pas forcément la même remarque de la part de l'arbitre, ni en tout cas de nous les journalistes ou hommes de médias. De ma position, en tout cas, il y a une grande distance juste à côté, ceux qui connaissent bien la JCA, qui ont eu l'opportunité de faire des matchs là-bas. De ma position, juste à côté de la Croix-Rouge. Et la SOTR, en seconde période, jouait dos à la ville de Tchévier. Donc vous voyez un peu la position et la situation s'est déroulée dans la surface de vérité de Beignon Comlin Hervé. Oui, on a vu un télescopage entre le gardien et puis Darfo Faras, même si derrière on a également observé la réaction de l'arbitre qui, oui, n'a pas en tout cas daigné siffler penalty, mais a plutôt à demander au service médical de venir rapidement au chevet du joueur. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ce que le coach dit avoir vu, je ne suis pas censé voir la même chose. Voilà pourquoi nous lui avons posé la question, qu'est-ce que vous reprochez à monsieur Rudik Nouamechi? Mais voilà, vous avez entendu le timbre, voilà, ce qu'il a pu ressortir. Et je suis vraiment, quand je prends du recul, je suis vraiment déçu par rapport à sa réaction. Si, justement, vous sentez ou vous croyez être triché, je pense que le canal ou les micros des journalistes sont là pour vraiment cracher votre vérité. Au même moment, si après, ce que vous dites n'est pas forcément vérifié, on va faire ce qu'on appelle le recoupage de gauche à droite et essayer de pouvoir établir la vérité si elle est là ou pas. Malheureusement, nous n'avions pas pu avoir, en tout cas, la bonne réaction par rapport au match. Parce qu'au-delà de ça, Franck, si vous le permettez, j'ai suivi un bon derby. Un bon derby, il y a des bons 0-0 dans un match de football. La dernière fois, j'ai vu une belle équipe de la SOTR qui posait le ballon au sol. Vous prenez le jeune joueur, Maldinho Ulrich Kenom, c'est un joueur, sincèrement, il est bon. Techniquement, ancien de Goulet, oui, ça. Dans la vision de jeu, dans la transition, dans les transmissions, c'est un joueur qui donnait le tempo au jeu de la SOTR. Vous prenez Mousbao, le milieu de terrain récupérateur, il était bien présent, même si je n'ai pas vu un bon Ambroise Gnognoti, les autres ont fait le job 0-0. L'AS Togoport a également une belle équipe. Ça aussi, il faut avoir le courage de le justifier. Aujourd'hui, je peux dire que quand vous voyez l'équipe de Kodjo Kegbalo, ça joue au football. L'arrêt confit a été pratiquement un peu partout, même si c'est vrai, en attaque, ça a manqué de quelque chose. 0-0 à l'arrivée, la poire divisée en deux. Quelque part, je peux dire que c'est juste, mais nos entraîneurs, excusez du peu, respectons-nous, respectons les uns les autres, respectons le métier de l'un et de l'autre. Et je pense que comme ça, on pourra aller loin. Grégoire, on a vu les images.
Et beaucoup disent qu'il y a pénalty sur cette action. En tout cas, sur ce que moi j'ai vu comme vidéo, comme image, il y avait pénalty. Il y avait faute du gardien de but sur le joueur de l'OTR. Sur le joueur de l'OTR. Maintenant, l'arbitre est le seul maître du terrain. Ce n'est pas la première fois dans un match où un arbitre n'a pas sifflé de pénalty. Même jusqu'à cette Coupe du Monde à laquelle nous assistons, cette Coupe du Monde que nous voyons, même la VAR n'arrive pas à départager donc, les gens. Parce que il y a pénalty, des fois la VAR n'intervient pas. Il y a la balle qui sort, la VAR n'intervient pas. Mais ce n'est pas ici qu'on doit incriminer. Je vais vous dire quelque chose. La dernière fois sur le terrain d'Agaza, lors du match à Gaza-Ifodje, il y a eu une action qui a amené le but d'Ifodje. Mais en aucun moment, je n'ai vu ou encore les joueurs d'Agaza, ou encore le banc d'Agaza réagir ou bien se diriger vers l'arbitre pour réclamer quoi que ce soit, même à la fin de la rencontre. Même les supporters d'Agaza n'ont pas réagi. Et pourtant, il y avait une faute commise sur un joueur d'Agaza. Au départ de l'action, l'arbitre n'a même pas sifflé. En principe, il y avait faute sur le joueur, il avait laissé l'avantage, mais il avait laissé l'avantage, le joueur de l'équipe d'Agaza a perdu le ballon, il pouvait arrêter le jeu et revenir voir ce qui se passe sur le joueur. Mais il a continué l'action jusqu'à ce que ça amène un but. Agaza n'a pas réagi. Mais je crois qu'il revient quand même à nous. Ça dit que je voudrais parler des supporters et également des entraîneurs de savoir comment réagir. Sincèrement, je le dis et je le répète, cette réaction de Samuel Lekwe-Galé n'explique pas ce pénalty-là qu'on n'a pas accordé à son équipe. Il pouvait quand même temporiser les entraîneurs. On voit les entraîneurs réagir après les matchs, mais ce n'est pas de cette manière. Jusqu'à ce qu'un entraîneur refuse d'accorder une interview à un journaliste parce qu'on n'a pas sifflé un pénalty en sa faveur. Mais il a quand même parlé, qu'on a rendu fidèlement. Il a parlé. Oui, il a parlé, mais de quelle manière? Mais il devait répondre à la question posée par le journaliste d'abord. Oui, Latif, à vos yeux. Oui. Il est un peu emporté. Oui, un peu emporté. Est-ce qu'il y a pénalty? Vous n'avez pas vu les images? Non, j'ai vu. Ouais, j'étais au terrain. Ah, vous étiez au terrain. J'étais au terrain. Il y a pénalty? J'ai suivi le match. Je ne suis pas arbitre. Mais est-ce qu'il y a pénalty? Je suis en train de répondre. Je ne suis pas arbitre. Ne fais pas du galet. Hein. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'il y a contact dans la surface que forcément la faute est commise par le joueur ou par le gardien. Je me dis, ça aurait pu donner droit à une faute. Mais la faute aurait pu être contre le joueur ou contre le gardien. Parce que n'oubliez pas... On parle de télescopage, c'est ça, non? Oui, mais télescopage, mais dans les 16 mètres. Dans les 16 mètres, bien sûr. Écoutez que les joueurs également se protègent sur certaines actions. Hier, moi, j'ai vu l'action. Je dis, l'arbitre aurait pu siffler un pénalty sur cette action. Mais je dis que le joueur comptait sur quoi? Il a pris en se livrant, il a pris le risque, Franck. Écoutez, le but vaut quoi? Le but vaut quoi? Il a pris trop de risques. Vous voulez dire que le gardien est sur son territoire? Le gardien est sorti. Quand le gardien sort, le joueur doit quand même céder. C'est comme ça, éviter. Mais tu livres ta vie, ta famille va pleurer toute la vie. Le but vaut quoi? Le gardien sort avec tout. Le gardien sort avec tout. C'est un ancien gardien qui analyse. Le gardien de quel club? Je suis ancien gardien. De quel club? Mais attends, il y a deux gardiens ici. Deux anciens gardiens. Mais écoutez, de clubs de quartier. Donc moi je vous dis, et Latif. Sur cette action, Angelo ne peut rien apprécier de par sa position. Angelo était dans la moitié de camp adverse, opposé. Pour ceux qui connaissent le stade de Kégué, voilà. Pour ceux qui connaissent le stade de la JCA, l'action s'est produite dans les poteaux qui font dos à Tombekopé, à Tchévier. Pour ceux qui connaissent bien, Angelo était du côté dans l'autre moitié du camp. Moi-même, de ma position, c'est difficile d'apprécier parce que moi, j'étais sous la tribune. Et Lekwe-Galé était mieux placé peut-être pour voir. Et voilà pourquoi c'était à lui de dire au micro ce qui s'est passé. Mais quand on dit que c'est le journaliste qui doit... Non, moi je dis, Lekwe-Galé, c'est notre ami. Hein. Hier, je l'ai vu. Moi, je ne sais même pas que quelque chose s'est passé aux interviews. Parce que hier, quand il est venu sous la tribune, on s'est salué. Mais pourtant, j'ai vu les deux entraîneurs s'embrasser. Après ce cinéma, j'ai vu les deux entraîneurs s'embrasser. Donc moi, je dis, écoutez, que chacun joue son rôle. Nous, on analyse,
mais on ne parle pas à la place des gens. Du coach. Si nous on vient analyser, je dis il y a penalty, ce n'est pas parce que le coach a dit qu'il y a penalty que je dis qu'il y a penalty. Si je dis qu'il n'y a pas penalty, vous l'avez vu. Quand le journaliste analyse, il peut être en tort, il peut être autre chose. Mais ce n'est pas parce que l'entraîneur dit qu'il y a penalty que le journaliste dit qu'il y a penalty. Donc, moi je dis, il y a ce qui s'est passé. Samuel Gallet avait la belle occasion de dire. Il avait la belle occasion de dire, voilà, parce que oui, il y avait eu contact. Mais je répète, c'est pas parce qu'il y a contact entre gardien et joueur que la faute est automatiquement contre le gardien. Je le répète, même si je continue par le dire, de sa position, il peut apprécier. Si la vidéo dit qu'il y a pénalty, ça suppose que l'arbitre s'est loupé sur le coup. Mais moi, je dis que les joueurs également se protègent. Le joueur est allé au charbon hier, mais nous tous, on a eu peur au terrain. Écoutez, il a fait plusieurs minutes. Le joueur a fait plusieurs minutes au sol. Mais écoutez, ce qui veut dire que c'est le gardien qui a fait mal au joueur. Écoutez, qui a ramassé le joueur. Le joueur peut aussi venir ramasser le gardien et se faire mal. C'est vrai. Mais il était dans ses 16 mètres. Je continue de le dire que ça peut donner droit à un pénalty. Mais que les joueurs se protègent. Bien. Mais un joueur, il faut de l'intelligence aussi. Bien. Quand tu viens sur le gardien était là, tu viens au charbon. Qui on a amené à l'hôpital? C'est le gardien qu'on a amené à l'hôpital. 0-0, mais en plus, il y avait hôpital pour. Donc, écoutez, moi, je dis très bien que les joueurs également soient intelligents. On est malheureusement, un ancien gardien, l'autre ancien gardien. Très rapidement. Le jeune ancien gardien a tout dit. Je soutiens les propos de Latif. Oui, de Latif. Autant dire ce que les gens oublient, ce qu'ils ignorent, c'est que la radio commente des faits. Et la radio est tenue quand même sur des réserves. Et on ne peut pas être journaliste et clamer eux fort. Peut-être on nous dira que ceux qu'on voit à la télé, ils ont les moyens de contrôle pour le dire. Ils peuvent dire oui, il y a pénalty. D'ailleurs, on l'a vu la dernière fois lors de Angleterre. Ouais. Nous ici, on a dit il y a pénalty. Ceux-là aussi ont dit, l'autre dit il n'y en a pas. Donc je crois quand même que l'appréciation peut se faire. Et comme Latif l'a dit, les joueurs doivent savoir que lorsque le gardien... Quand vous rentrez dans les 16 mètres, il ne faut pas affronter le gardien. Déjà, des 5 mètres, au niveau des 5 mètres 50, c'est encore plus dangereux. Mais quand vous voyez un gardien... Et c'était dans la zone là. Voilà. C'était dans les 5 mètres 50. Mais vous voulez dire que le joueur ne doit plus disputer le ballon au gardien? Il n'a qu'à se protéger. Le joueur n'a qu'à se protéger. Parce que le gardien... Il vient avec tout. Bien. Voilà, les pieds, et puis c'est lui qui a, comme on appelle, la vision, comme on appelle, large. Sur le match panoramique voilà, sur ce qu'il se passe. Sur ce qui se passe. Bien. Donc, on va revenir là-dessus. Donc je crois quand même qu'ils doivent faire très attention. Oui. Voilà d'autres résultats. On va parler encore de ce match nul entre le Dynamique togolais et Kakadel. Ça ne bouge pas pour le Dynamique togolais. Oui, et au sortir de ce match, on a interrogé Bawa Bako, le coach des Robots Rouges. Je pense qu'un nul, c'est mieux que la défaite. Je pense qu'on se prépare, on est dans la jeunesse. Vous avez vu que tout ce qu'on a perdu, il faudrait mettre du temps avant de préparer. Et nous avons joué contre une équipe de Kakadel qui est en place pendant 3 ans. C'est pas facile de jouer contre des équipes comme ça. Vous avez tout tenté dans ce match, même les changements avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Comment s'explique un peu ces maladresses-là devant les buts? Les maladresses, c'est un peu criard. Donc vous savez, on fait tout à l'entraînement, vous ne savez pas ce qui est prévu au match. Les situations se présentent, il y a la précipitation, il y a la peur et finalement on choisit le mauvais geste. On va travailler ça quand même en entraînement. Voilà, on sent le regret dans la réaction de Bawa Bako, entraîneur des Robots Rouges. D'autres résultats avec cette victoire en déplacement d'Asco sur Ange, 2 buts contre 3. On parlait également de nul de l'entente face à Gboulé sous 2 buts partout. C'est Massy, c'est sorti. Oui, c'est sorti du victorieux du match classique contre Gomido. 2-1 à l'arrivée, ça n'a pas été facile. Oui, et la victoire de Sarah, c'est important de souligner, mais on n'a plus beaucoup de temps, on va revenir là-dessus. Sarah qui bat Unisport 2-0. Voilà. C'est vraiment étonnant. Et vendredi déjà, on a vu Tambo s'incliner devant la Espina. Ici à Lomé, 0 but contre 2. On va revenir forcément sur ces matchs-là. Grégoire Ratignon, merci beaucoup. Je vous en prie. Et Prosper Agbouklou, merci. Angelo Folikoué, merci. Et Latif Yomo, merci. Et l'homme à Dovon. On vous rappelle que Asco a l'occasion de prendre la tête de la compétition si les Condona dominent Espoir dans le match en retard à venir. Pélagie Mekoum, merci et à très bientôt. Excellente soirée.